que vous allez bien. Ça faisait un petit moment et nous voici de retour pour le live FAQ Paye ta carrière. Comme tous les lundis normalement, mais aujourd'hui j'ai eu un petit souci lundi, donc c'est mardi. Eh bien, je viens répondre à des questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions du vendredi. Donc j'espère que vous allez bien et bien sûr pour ceux qui sont là en direct, je reprends 5 questions supplémentaires pour y répondre en direct. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live FAQ, ça me fait plaisir de vous avoir ici et écoutez, je vais en profiter pour commencer sans attendre pour que le live ne soit pas trop long à rattraper. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous allez bien. Coucou Khadija. Je pars du principe que c'est ton prénom. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si vous allez bien et si vous avez passé un bon début de semaine. Ça marche. La première question que j'ai sélectionnée, c'est à quoi servent les retraites supplémentaires proposées par l'employeur. Coucou Wide 2.3. Hey, j'ai trouvé Khadija. Hello NC Pop. La retraite supplémentaire qui est proposée par l'employeur, alors c'est pas tous les employeurs qui le proposent et elles sont pas forcément proposées à toutes les catégories de personnel, mais en fait c'est l'idée d'avoir une retraite encore en plus. Si vous savez, dans le système français aujourd'hui, la retraite, elle est divisée entre la retraite de base, donc qui est versée par la sécurité sociale. Après, il y a la retraite complémentaire qui est versée par l'Agirc-Arrco. Et donc, ces deux-là, elles sont obligatoires et appliquées à tous les salariés. Et ensuite, on va avoir la retraite supplémentaire qui va être un contrat privé qui va être signé par votre employeur pour vous couvrir et qui va permettre de cotiser et de mettre de l'argent de côté pour votre retraite. Et cet argent va en général dans un PER, un plan épargne retraite, et vous allez pouvoir soit avoir un capital au moment où vous allez partir à la retraite, soit avoir une rente. N'hésitez pas à demander des informations sur votre PER ou votre contrat de retraite supplémentaire. Parce que pour en savoir plus, il faut accéder à ce contrat. Mais c'est un avantage social qui est proposé en fait par l'entreprise. J'ai une autre question que j'ai sélectionnée, c'est en CDD, est-ce que c'est normal que les congés payés soient payés chaque mois ? Alors déjà normalement en France, les congés payés c'est fait pour se reposer et ça c'est pas destiné à être payé. Donc si la question c'est mon employeur me les paye sans me demander mon avis et moi je préférais les cumuler et pas les prendre, tu peux tout à fait t'opposer à ce qu'ils soient payés. Après, normalement, l'employeur est obligé de te garantir ton temps de repos. Donc, en CDD, ce qui se passe, c'est que si t'as pas eu l'occasion de prendre tes congés avant la fin du CDD, on va te payer ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de congés payés. Mais par contre, si là, c'est tous les mois, dès que tu acquiers tes congés, on te les paye, c'est un peu particulier et ça peut potentiellement générer des soucis. N'hésite pas à te renseigner auprès du service de renseignement en droit du travail. Si en tout cas toi t'es pas d'accord, n'hésite pas à dire à ton employeur que tu préfères cumuler tes congés et pas être payé. Khadija qui me dit c'est possible pour les fonctionnaires la retraite supplémentaire, aucune idée. Je t'avoue que je ne maîtrise pas du tout les spécificités de la fonction publique, donc je pourrais pas te dire. Pour les questions qui sont dans le chat, je les prendrai après les questions de la boîte à questions du vendredi, mais n'hésitez pas à les mettre, je vous les prends juste après. Est-ce que c'est possible de négocier moins en salaire et plus en RTT? C'est la troisième question que j'ai sélectionnée. Alors, faut comprendre que les RTT, c'est pas des congés qu'on vous donne gratos, c'est des jours de repos qui viennent compenser un travail que vous avez fait en plus. Donc, par exemple, au lieu de travailler à 35 heures, qui est l'horaire légal auquel tout le monde travaille, tu vas travailler à 39 heures. Et donc, on va te passer des RTT pour compenser les 4 heures de travail supplémentaires que tu fais et qui ne te sont pas forcément versées en salaire. Donc, si ton objectif c'est de travailler moins, ça n'a pas de sens de demander moins de salaire et plus de RTT parce que on va te demander de travailler plus pour obtenir plus de RTT, entre guillemets. Et du coup, le plus simple, si ton objectif c'est de travailler moins ou d'avoir plus de jours de repos, c'est de négocier un temps partiel. Mais les RTT, ça ne se négocie pas comme ça. En général, c'est une négociation collective et vous avez un accord d'aménagement du temps de travail. Pareil pour les congés payés. En France, on peut pas vraiment négocier des jours de congés comme ça, sauf peut-être si vous avez un patron, un jour vous êtes malade et il vous dit je te maintiens ton salaire, t'inquiète quoi. Mais il n'y a pas vraiment de notion de négociation des congés payés ou des RTT.
Après, j'ai une question numéro 4 que j'ai sélectionnée. Peux-tu nous parler du coût total pour l'employeur? Le delta entre le salaire net et le coût total pour l'employeur est dingue. Et j'ai une autre question qui se rapprochait un peu où la personne me disait c'est normal que mon coût total pour l'employeur soit négatif, etc. Alors, pour tout ce qui est coût total pour l'employeur, normalement c'est une petite case que vous avez en bas de votre bulletin où en fait c'est censé récapituler tout ce qui a été payé en fait, y compris par vous et par l'employeur. Ça veut dire qu'entre le salaire net que vous percevez, eh bien, vous savez que vous avez votre salaire brut. La différence, c'est les cotisations salariales qui vont vous être prises. Et aussi, sur votre salaire brut, votre employeur va payer des cotisations. Donc, le coût total, il va venir rassembler ce coût salaire brut plus les cotisations payées par l'employeur pour s'offrir vos services. Donc le coût total pour l'employeur, c'est ça. Et il faut savoir que forcément, oui, c'est un gros delta, mais en fait, c'est la France, on va dire. On a un système de protection sociale qui est quand même encore assez étendu et qui demande beaucoup de cotisations. Donc et c'est pour ça que souvent je fais le parallèle et je dis, des fois les gens, quand ils deviennent entrepreneurs après avoir été salariés pendant des années, ils ont l'impression qu'ils payent beaucoup plus de charges que un salarié, alors qu'en fait pas vraiment, parce que si vous regardez, vous payez environ 22% de charges salariales, de cotisations salariales pour vos droits, mais à côté de ça, votre employeur va potentiellement payer 25% aussi sur ce salaire-là. Et en réalité, si vous étiez freelance et que vous travailliez pour cet employeur, il vous paierait directement le coût total pour employeur. Et après, c'est vous qui vous débrouilleriez pour payer votre retraite, payer votre sécurité sociale, vos allocations familiales et ainsi de suite. Et bien, ce coût total pour l'employeur, c'est en fait votre chiffre d'affaires de salarié, entre guillemets. Mais entre le chiffre d'affaires et ce que tu as net dans ta poche, il y a beaucoup de déductions. Et pour la petite question qui se rapproche de celle-là où la personne disait qu'elle constatait que que son coût total employeur était négatif, effectivement c'est étrange, ça devrait théoriquement pas arriver parce que forcément, comme je vous ai expliqué, c'est le salaire brut plus les cotisations de l'employeur. Et donc a priori il y a potentiellement une régule au niveau des cotisations patronales, mais je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé sans qu'il y ait une analyse plus approfondie de ton bulletin de paye. Si c'est quelque chose qui t'inquiète, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec l'une de nos gestionnaires de paye pour réserver une analyse de la fiche de paye, ou en tout cas à te rapprocher au moins de tes représentants du personnel qui pourront peut-être t'éclairer. Voilà. On a une 5e question que j'ai prise. Donc, combien de temps a mon employeur pour rembourser mes congés payés, suite à un arrêt maladie, alors que j'ai déjà fait la réclamation? Et j'ai eu plusieurs questions de ce style-là, j'ai fait une demande, ça fait 2 ans, c'est toujours pas régularisé, combien de temps ils ont? Alors, faut partir du principe que votre bulletin de paye, votre fiche de paye, vous êtes censé être payé à la fin du mois tout ce qu'on vous doit. Si vous n'êtes pas payé de ce qu'on vous doit, par exemple, vous avez droit à des congés, on vous les a pas donnés, vous avez fait une réclamation sur un élément de votre salaire, on vous l'a pas donné, là, votre employeur est déjà dans l'illégalité, déjà dans quelque chose qui n'est pas correct. Et donc, le parallèle que j'ai envie de vous faire, c'est si demain il y a quelqu'un qui vient, qui pioche 10 balles dans votre porte-monnaie, vous allez pas dire il a combien de temps pour me rembourser. Il aurait jamais dû les prendre ces 10 balles. C'est exactement la même chose pour votre employeur. Il n'y a pas de délai de régularisation. Il y a à vous de mettre en place en fait une stratégie pour récupérer votre argent. Et donc, une fois que vous avez envoyé un mail, il n'y a pas de retour, 2 mails, il n'y a pas de retour, il faut que vous passiez à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est malheureusement de passer par un avocat, c'est passer par les représentants du personnel, passer par l'inspection du travail. Mais en fait, il n'y a pas de solution. Si quelqu'un veut pas vous rembourser alors qu'il vous doit de l'argent, en France, on peut pas prendre quelqu'un ou une bande et aller lui taper dessus. On est obligé de passer par les moyens légaux à notre disposition, et du coup il va falloir muscler votre façon de réclamer vos sous pour suffisamment en fait faire peur à la personne et se dire écoute, à un moment donné tu vas finir en prison, ou à un moment donné c'est l'huissier qui va venir récupérer les sous, que tu aies le choix ou pas. En fait c'est malheureusement comme ça, et effectivement c'est pénible, c'est coûteux, et c'est pour ça que je recommande souvent aux salariés de prendre une assurance protection juridique qui couvre les litiges
sur votre emploi, parce que dans ces moments-là, si vous avez une assurance protection juridique, souvent vous avez accès à une plateforme que vous pouvez appeler quand vous avez un doute sur un élément légal, et en plus vous avez aussi potentiellement la couverture de certains frais d'avocat, etc. Donc c'est un peu comme l'assurance voiture, l'assurance maison. Couvrez-vous, sinon ça va coûter cher de défendre ses droits, malheureusement. Ok. Ensuite, on a une question de quelqu'un qui dit: le client de mon employeur veut me débaucher, mais il a signé une clause de non-sollicitation avec ma boîte. Comment faire? Alors, c'est intéressant. J'aime bien ce genre de situation. Alors, la première chose, c'est que c'est pas toi qui as signé une clause de j'ai pas le droit d'aller chez un client, etc. Donc, en réalité, c'est pas vraiment ton problème, c'est lui, c'est le problème de cette entreprise qui veut te débaucher. Si la personne, elle veut te récupérer, il faut qu'elle voie, un peu comme font toutes les entreprises, avec ses juristes, il y en a un en interne, ou avec un avocat, qui va pouvoir analyser le contrat avec cette clause de non-sollicitation et voir si vraiment elle est légale, si elle a été bien rédigée, si elle est incontournable, s'il n'y a pas une solution pour peut-être dire, en fait, elle n'était pas si valable que ça. Si elle est parfaitement valable, il pourra pas. Ou sinon, peut-être qu'il faudra qu'il négocie avec l'employeur, avec une éventuelle compensation ou quelque chose. Après, effectivement, dans les emplois ou souvent de conseil, il y a souvent ce genre de clauses qui sont insérées au contrat, parce que le cabinet de conseil, il s'amuse, il supporte, on va dire, le risque du recrutement, de ramener quelqu'un, et ensuite, des fois, le client est tellement satisfait, et il n'a pas envie de prendre le risque de recruter quelqu'un, il préfère débaucher les personnes, mais du coup, les cabinets, ça les embête un peu parce qu'ils doivent refaire le travail, et donc ils mettent ce genre de clause pour se protéger. Voilà, donc pour moi, en tant que salarié, toi, tu n'as rien signé, donc toi, tu peux tout à fait signer un contrat, et au pire, s'il y a un litige, ce sera entre l'entreprise, ton ancienne entreprise et ta nouvelle boîte, et t'es pas concerné parce que toi, t'as pas signé accord de non-sollicitation. Et le point numéro 7, c'est comment faire avec des collègues qui se mettent en avant de fou pour les promotions. Alors, ça m'a fait rire quand j'ai eu cette question, parce que en fait, si tu te mets pas en avant, j'ai pas compris où était le problème. Si tu veux une promotion, tu te mets en avant, et s'ils se mettent plus en avant, c'est soit parce qu'ils ont plus d'éléments à mettre en avant, soit ça veut dire que toi, tu ne sais pas te mettre en avant, alors que tu as plus de légitimité, de compétences, d'expertise. Et là, c'est ça le problème, en fait. C'est pas le fait que eux ils se mettent en avant. S'ils se mettent en avant et qu'ils ont vraiment les compétences et qu'ils sont plus talentueux que toi, c'est normal qu'ils aient les promotions. S'ils se mettent en avant et qu'ils ont pas grand chose comme compétences et que toi t'en as beaucoup plus, mais qui sont mieux perçus par la direction que toi, ça c'est le problème, mais le problème il est à régler de ton côté. Donc vraiment, pour moi, il faut vraiment comprendre que se mettre en avant en entreprise, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas quelque chose dont on devrait avoir honte. Au contraire, ça fait partie de votre job de dire ok, je travaille bien, mais je suis pas la petite souris grise dans un coin qu'on ne remarque pas. C'est aussi, je sais mettre en valeur mon travail, je sais parler aux bonnes personnes, et je sais faire en sorte que mon travail tape dans l'œil des bonnes personnes. Comme ça, quand ils vont penser à une promotion, mon nom va leur venir automatiquement en tête. C'est pas voilà. Donc ça, c'est un travail à faire et qui est pas forcément toujours inné, et en tout cas, on n'est pas éduqué dans la culture française à ça, parce que dès qu'on commence à parler un peu, c'est elle se la raconte ou il se la raconte, etc. C'est pas comme ça. Et finalement, si tu parles pas toi-même de tes accomplissements, de ce que tu fais, le problème c'est que personne va le faire pour toi. Au contraire, même tu vas risquer de tomber sur des personnes ou des collègues un peu opportunistes qui vont limite s'approprier les mérites de ton travail. Donc vraiment, cette capacité à savoir se mettre en avant sans tomber dans l'ostentation et l'orgueil, etc. Elle est hyper importante, et elle est importante à développer. Ça marche. Donc je prends les questions que vous m'avez posées dans le chat. Maintenant, j'ai terminé avec les questions d'avant. Les CP avant ou après congé parental, Asna qui me demande, en général, moi de ce que j'ai constaté, c'est que souvent les salariés les posent avant de partir en congé parental, mais que après ça c'est comme tu veux. En tout cas, pendant les congés parentaux, tu cumules pas de congés payés, donc souvent les entreprises et les salariés ils préfèrent faire en sorte
que tous les congés que tu les poses au maximum pour avoir pendant le plus longtemps possible ton salaire qui est maintenu avant de basculer en congé parental. Et des fois que tu reviennes pas, si tu reviens pas, on n'a rien à te payer et tu t'en vas. Après, l'entreprise pourrait faire un autre choix. En tout cas, faites attention pour le congé parental. La Sécu ou la CAF, je crois que c'est la CAF qui verse les allocations de congé parental. J'ai un doute, je sais pas. Dites-moi dans le chat si vous savez. En tout cas, eux, ils payent à partir du premier jour du mois. Donc, si vous vous mettez en congé parental à partir du 15, vous n'aurez pas de rémunération du 15 au 30. Donc, mettez-vous bien en congé parental toujours un premier du mois pour avoir votre allocation, même si elle vole pas haut, dès le premier jour du mois. Ils font pas de prorata. Enfin, en tout cas, à l'époque où moi j'ai pris mon congé parental, ils en faisaient pas. Dites-moi si vous savez. Ou en tout cas, renseignez-vous avant de poser. Khadija qui dit le solde de tout compte c'est la même s'il te plaît, la même que quoi? Est-ce que tu peux préciser Khadija? J'ai pas compris. Macam juridique qui dit il y a peut-être une clause d'exclusivité dans ton contrat par contre. Alors attention, la clause d'exclusivité, elle t'interdit d'exercer une autre activité en même temps que ton activité actuelle, mais elle t'impose pas de dire je démissionne pour aller chez quelqu'un d'autre ou chez un client. Tu confonds peut-être avec la clause de non-concurrence qui pourrait effectivement exister dans le contrat et qui pourrait être soit bien rédigée, mal rédigée et qui ferait que tu pourrais pas aller chez un concurrent. Mais bon, a priori, si c'est un client, c'est pas forcément un concurrent. Mais bon, à préciser effectivement, en tout cas, il faudrait faire voir ces contrats-là pour s'assurer que il y a pas des choses bizarres qui t'empêcheraient de faire le move. Alors, Manandine qui me dit « Coucou, dans quel cas le salarié a le droit à la portabilité lors de la rupture de son contrat ?» Alors, le cas de base, c'est quand le salarié il a le droit au Pôle emploi. Tous les motifs de rupture du contrat de travail qui donnent le droit au Pôle emploi donnent le droit à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance. Et juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, quand vous quittez l'entreprise, si vous avez déjà une prévoyance et une mutuelle en cours, vous continuez pendant une durée qui peut aller de l'équivalent de la durée du contrat jusqu'à 12 mois à bénéficier de vos garanties mutuelles et prévoyance si vous cochez la volonté de utiliser la portabilité. Mais ça, c'est pas valable par exemple si vous démissionnez, mais par contre si vous êtes victime d'un licenciement, si vous faites une rupture conventionnelle, tous les motifs qui ouvrent droit à Pôle emploi vont vous ouvrir droit à cette portabilité de la prévoyance et de la mutuelle. Ah, Macam juridique qui m'a précisé que le congé parental, c'est la Sécu. Merci pour la précision. Je regarde. Angélica qui me demande la clause de non-concurrence, s'il n'y a pas de montant, elle n'est pas valable, c'est bien cela. Alors effectivement, la clause de non-concurrence, elle doit respecter certains critères et notamment il faut qu'il y ait un montant. Mais par contre, je suis pas du tout juriste ni avocate, donc si tu veux vraiment des précisions absolues là-dessus, je te recommande de plutôt te rapprocher de contenu d'avocats spécialisés en droit du travail. Ah, Macam juridique qui dit parfois, selon la rédaction, la clause d'exclusivité est rédigée de manière à comprendre ce cas de figure aussi. Donc, le cas de figure de ne pas démissionner pour aller chez quelqu'un d'autre ou un client. Et parfois, ça porte le nom de clause de loyauté. Écoute, merci pour la précision juridique. C'est hyper intéressant. Ça permet de savoir. Mais elle n'est pas obligée de figurer au contrat direct. Il faut une contrepartie quand elle est levée. Ok, écoutez, n'hésitez pas à suivre Macam juridique si vous voulez des conseils juridiques un peu plus poussés sur ces sujets-là. Moi, c'est vraiment pas ma spécialité. Ici, on parle paye et carrière, mais on comprend. Oui, j'ai compris. En fait, la contrepartie financière contre le fait d'avoir une clause de non-concurrence n'est pas obligatoirement écrite directement sur le contrat. C'est au moment où l'employeur va lever, a priori, sa clause de non-concurrence ou va vouloir l'utiliser qu'il va être obligé d'indiquer sa contrepartie. Si j'ai bien compris. Sinon, n'hésitez pas à parcourir le compte de Macam juridique. Ok, donc Macam juridique, elle dit « Je suis juriste
En droit des affaires, oui, c'est exactement ça. Bah écoute, merci pour tes précisions, c'est hyper intéressant. Et je crois qu'il n'y a plus de questions. Dites-moi dans le chat si j'en ai raté une, peut-être parce que des fois je reçois beaucoup de petites notifications, donc je les vois pas toutes. Mais je crois que j'en ai pas raté. Écoutez, ça me fait plaisir d'avoir fait ce premier live de reprise avec vous. Alors, il y a Wid qui me demande comment faire si l'entreprise ne veut pas de rupture co. Alors, l'entreprise, par défaut, elle ne veut pas de rupture conventionnelle puisqu'elle n'a pas forcément d'intérêt à te payer pour partir. Donc, l'idée, quand tu vas chercher à négocier ta rupture conventionnelle, c'est de lui proposer une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire, comment est-ce que toi, par rapport à ta situation personnelle, par rapport aux atouts que tu as aujourd'hui dans l'entreprise, tu peux lui démontrer qu'elle a un intérêt à accepter cette rupture conventionnelle. Et il faut te positionner, non pas dans ta posture de « Ah, mais moi j'ai un super projet, j'aimerais partir faire ceci ou faire cela dans ma rupture conventionnelle ». Il faut te positionner au regard de l'entreprise et pourquoi elle aurait intérêt à accepter une rupture conventionnelle plutôt que tu démissionnes. Et ça, c'est le concept de base qui va sous-tendre toute négociation de rupture conventionnelle. Si ça, tu l'as pas, bah ça va être compliqué forcément de faire en sorte qu'on accepte une rupture conventionnelle. C'est comme si demain, l'entreprise te proposait de te licencier sans aucune indemnité. Pourquoi tu l'accepterais, tu vois? Manadine qui dit quelle est la différence entre rupture co et licenciement à l'amiable. Alors licenciement à l'amiable, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler de ça. La seule chose qui peut y avoir à ma connaissance, il y a la rupture conventionnelle qui est une rupture entre les deux parties d'un commun accord. Ça veut dire qu'on est tous les deux d'accord pour partir et pour se séparer et on va faire une rupture conventionnelle. Et le licenciement, on va avoir la faute simple, le licenciement pour cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave, le licenciement pour faute lourde. Donc on va avoir plusieurs types de licenciements, mais le principe du licenciement, c'est que c'est la volonté unilatérale de l'employeur de rompre le contrat. Donc tu n'as pas le choix quand tu es licencié, on te licencie. Alors il y en a qui vont dire oui, si tu fais exprès de faire une faute énorme, ok, mais dans tous les cas c'est pas toi qui décide de l'action d'être licencié. Donc le licenciement par définition ça ne peut pas être à l'amiable. Après vous pouvez tout à fait continuer à bien vous entendre avec un employeur qui vous a licencié, hein, comme dans le cas par exemple du licenciement économique, mais le licenciement à l'amiable, je ne connais pas, peut-être que ça existe, mais du coup, faudrait plus voir avec un avocat ou un juriste pour des précisions supplémentaires. C'est ma dernière question. S'il n'y a pas eu de signature de contrat d'alternance, est-ce qu'il y a une période d'essai applicable si l'apprenti a passé tout le mois dans l'entreprise? Alors, aucune idée. Normalement, en fait, les contrats d'alternance, c'est des CDD ou des CDI d'alternance. Donc, a priori, ça doit respecter le même principe, hein. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de contrat, on doit partir du principe que c'est un CDI, et un CDI sur lequel il n'y a pas spécifiquement écrit la période d'essai, on est réputé sans période d'essai. Mais à voir, mais voilà. Donc, je saurais pas te dire. Un CDD ou CDI d'apprentissage, je crois que j'ai dit d'alternance, ça veut rien dire. Voilà. Bon, je prends la dernière question de Manandine. Entre la rupture co et un licenciement, y a-t-il une différence en termes d'indemnité? Non, il n'y a pas de différence en termes d'indemnité minimale. En tout cas, la rupture conventionnelle, c'est minimum l'équivalent d'une indemnité de licenciement légalement. On n'a pas le droit de te faire signer une rupture conventionnelle où on ne te paye pas au moins le montant de l'indemnité de licenciement. Donc légal ou conventionnel. Après, il peut y avoir des négociations qui font qu'on peut avoir plus que le minimum légal ou conventionnel. Et pareil, dans les licenciements économiques, dans certains licenciements, il peut y avoir aussi des négociations, que ce soit des négociations individuelles ou des négociations par les représentants du personnel, qui font qu'on peut avoir des indemnités supplémentaires. Donc, ça dépend un peu des cas, mais sur le minimum, en tout cas, on est sur le même minimum. Donc, voilà pour les questions. Voilà, super. Macam juridique qui me dit oui, rien n'a été signé, j'ai de gros doutes aussi. Bah écoute, n'hésite pas à voir avec le service de renseignement en droit du travail, ils pourront peut-être t'éclairer sur ce cas qui est un peu particulier avec l'apprenti.
et avec plaisir. Et oui, si vous avez des questions droit des contrats, n'hésitez pas, ou droit des affaires, à écrire en DM à Macam Juridique. Et à tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FAQ Paye ta carrière. Et si vous voulez avoir plus de chances d'avoir votre question qui est sélectionnée lors du live, n'hésitez pas à la laisser dans ma boîte à questions, dans ma story du vendredi. Et si vous êtes présent en live, vous avez doublement de chances d'avoir une réponse à vos questions. Donc voilà, je vous souhaite une belle rentrée, une très belle soirée et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao!